monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Abdelkader Msahel remet un message du président Bouteflika au président tchadien Idriss Déby dans le cadre de la tournée du ministre des Affaires étrangères dans certains pays du Sahel. Le rendez-vous du 23 novembre, des élections locales qui se tiendront dans le cadre de la loi organique relative au régime électoral de 2016, une loi venue conforter la voix du citoyen et la stabilité des assemblées élues. Agriculture, gros plan ce soir sur El Oued, devenu un véritable pôle d'excellence. Tout semble réussir aux agriculteurs dans cette wilaya du sud-est du pays. Dans la wilaya de Msila, les éleveurs semblent, eux, en difficulté. À suivre un reportage dans ce journal. Dans le cadre de sa tournée dans les capitales de certains pays du Sahel, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été reçu ce vendredi à Amdjaras, au Tchad, par le président tchadien Idriss Déby Itno. Abdelkader Msahel lui a remis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Écoutez à ce propos la déclaration du chef de la diplomatie algérienne juste après avoir été reçu par le président tchadien. كان لي شرف أن نلتقي بفخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو. كنت حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أخيه رئيس الجمهورية التشادي. Je suis très honoré d'être reçu par le président Idriss Déby Itno, auquel j'ai remis un message de fraternité et de considération de son frère, son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika. Ce message a porté également sur le renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun. Nous avons saisi cette occasion pour évaluer et apprécier l'état de mise en œuvre des décisions prises par les deux chefs d'État, M. Abdelaziz Bouteflika et Idriss Déby Itno, lors de sa dernière visite en Algérie, ainsi que celle de la dernière session de la commission mixte tenue en 2014. Nous avons convenu d'accueillir prochainement à Alger mon ami le ministre des Affaires étrangères et de coopération tchadien pour évaluer ce qui a été réalisé jusque-là. D'ailleurs, nous avons commencé à concrétiser les décisions prises par les deux présidents lors de la dernière visite du président tchadien à Alger. Nous avons abordé également la situation dans la région. Dans ce cadre, nous avons soulevé le contexte difficile que connaît la région du fait du terrorisme et des connexions dangereuses avec le crime organisé. Nous avons aussi soulevé la question de l'immigration clandestine, un fléau qui exige une très grande coordination régionale et internationale. Les questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine ont également fait l'objet d'un échange de vues et une convergence totale s'est dégagée quant à l'impératif à maintenir la cohésion et l'unité des rangs pour relever les défis auxquels fait face le continent africain. Nous avons également abordé la prochaine tenue du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui est prévue à Abidjan le 29 novembre prochain. Le président tchadien m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles et ses sentiments d'estime et de considération à Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. الأجندة على المستوى الأفريقي وبالخصوص على القمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي اللي هي يعني مبرجة باش تنعقد في أبيجان يوم 29 نوفمبر المقبل. إذا هذا يعني ما جاء في الرسالة وكلفني فخامة الرئيس برسالة صداقة وأخوة واحترام لفخامة الرئيس سأبلغها لفخامة الرئيس. شكرا. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, était arrivé hier à N'Djamena en provenance de Nouakchott. Il a été accueilli à son arrivée par Hussein Brahim Taha, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale du Tchad.
Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, participe à la tête d'une délégation représentant les deux chambres du Parlement aux travaux de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunions connexes qui ont débuté aujourd'hui et se poursuivent jusqu'au 18 octobre à Saint-Pétersbourg, en Russie. Cette session examine plusieurs thèmes, dont la promotion du pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique, ainsi que le développement durable. D'autres sujets liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans le monde seront également abordés. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a pris part à Washington à la réunion du G24, une réunion consacrée à la croissance et l'impact du développement sur l'économie mondiale. La réunion s'est tenue notamment en présence de la directrice générale du FMI et de la directrice générale du groupe de la Banque mondiale. Les élections locales du 23 novembre prochain se tiendront dans le cadre de la loi organique relative au régime électoral de 2016, une loi venue conforter la voix du citoyen et la stabilité des assemblées élues. Les explications de Nejma Harish. Les prochaines élections constituent le deuxième rendez-vous électoral qui se tiendra dans le cadre de la loi organique portant régime électoral qui définit les préparatifs de ce scrutin, à commencer par la révision exceptionnelle des listes électorales. Toutes les conditions sont donc réunies à travers tout le territoire national afin de continuer la consolidation de l'édifice démocratique institutionnel à la lumière des mutations substantielles adoptées par la nouvelle Constitution, mettant ainsi l'accent sur l'impératif pour les APC élus d'assumer pleinement leurs responsabilités en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen et d'attirer les investissements productifs. Désormais, tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant conformément à l'article 65 de la loi organique qui renferme plusieurs dispositions relatives à l'élection des membres des APC et des API. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus pour chacune d'entre elles avec l'application de la règle du plus fort. Composée de 225 articles, la loi organique portant régime électoral définit les modalités du déroulement de l'opération de révision des listes électorales au niveau de chaque commune sous le contrôle de la haute instance indépendante de surveillance des élections. L'opération de révision annuelle des listes électorales qui se poursuit à travers toutes les communes du pays. En voici un aperçu du déroulement de l'opération à Tindouf avec Jazia Bayou. Dans la wilaya de Tindouf, la révision des listes électorales s'est déroulée dans les meilleures des conditions. Tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des citoyens pour accomplir leur devoir électoral. Je suis venue inscrire ma fille qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Je suis venue m'inscrire pour la première fois. Nous avons été bien reçus et les documents qu'ils demandent sont faciles à fournir. La résidence, l'extrait de naissance et la photocopie de la carte. Une parfaite coordination a été établie entre les différents services de la wilaya pour faciliter l'opération d'inscription. Toutes les facilitations ont été présentées aux citoyens pour leur permettre d'avoir tous les documents dont ils ont besoin. Jusqu'à présent, nous avons inscrit environ 220 nouveaux demandeurs. Il a été également inscrit 1735 demandes de radiation. Cette opération qui semble bien se dérouler se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. El Oued est devenu ces dernières années un pôle agricole par excellence. En plus d'être le deuxième producteur de dattes, cette wilaya du Sud-Est est en haut du classement en matière de production d'arachides et de pommes de terre. Et ce n'est pas tout. D'autres activités ont été développées comme l'oléiculture. Le reportage de Amel Bouarba. Depuis quelques années, la wilaya d'El Oued est devenue, à juste titre, le nouvel Eldorado de l'agriculture saharienne. À la place des dunes, des exploitations agricoles à perte de vue ont vu le jour dans cette wilaya du sud-est du pays. L'agriculture s'est développée de façon extraordinaire et presque aucune activité agricole ne semble désormais échapper aux agriculteurs soufis.
Si la production de dattes, toutes variétés confondues, est prédominante, El Oued se distingue par la production d'arachides et de pommes de terre, mais aussi de l'oléiculture. L'arrivée de l'APFA, accession propriété foncière par la Maison Valeur en 1983, et l'expansion de, c'est-à-dire les différentes cultures et l'intégration de plusieurs autres cultures. On a quelque chose comme 37 000 hectares de fauniculture, c'est-à-dire différentes variétés, spécialement à la zone de Ouadrir, qui compte un nombre très important de dattes. Et il fait presque les 2 millions. Et la zone de Souf aussi, il a une quantité quand même très importante. Donc on a une production qui touche les 2,7 millions de quintaux, spécialement l'agriculture qui fait plus de la moitié. Deuxième producteur au niveau national en matière de dattes, El Oued a également gagné haut la main la bataille de la production de la pomme de terre. C'est le premier producteur au niveau national de ce fécule. On produit globalement pommes de terre, c'est-à-dire l'arrière-saison et la saison environ, plus de 11 millions de quintaux. On en produit surtout l'arrière-saison. On affronte les 9 millions de quintaux. Et celle de la saison, on complète à peu près entre 3 à 4 millions. El Oued est considéré également comme le premier producteur d'arachides au niveau national. En matière de production d'arachides, on couvre environ 48% de la production nationale, plus de 83 000 quintaux. Et surtout cette année, on a une bonne production en matière d'arachides. L'oléiculture n'est pas en reste. Cette wilaya enregistre une production de 43 000 quintaux d'olives pour un rendement annuel de 300 000 litres d'huile d'olive. Par arbre, on produit entre 40 et 50 kilos, 2, 3, 4 litres par arbre. La production d'huile d'olive locale, qui a un taux d'acidité très faible, compte presque 5 unités d'huile de riz. L'agriculture est un véritable secteur créateur de richesse à El Oued. Cette wilaya produit annuellement 20 millions de quintaux, toutes productions confondues pour une valeur de 180 milliards de dinars. C'est aussi un secteur générateur d'emplois puisqu'il a réussi à absorber le chômage dans la région. Direction à présent Ain Lahjel, dans la wilaya de Msila, une région plutôt d'élevage d'ovins et de caprins. Notre reporter est allé au marché à bestiaux où elle a rencontré des éleveurs plutôt inquiets. Les prix des bêtes seraient en baisse et le prix des aliments en hausse. Naïm Al-Walish, reportage. Nous sommes vendredi et c'est jour de marché à Ain Lahjel, une bourgade à 70 km de Msila. Grands et petits éleveurs viennent tôt le matin à ce rendez-vous hebdomadaire pour vendre ou prendre la température des coûts des ovins. Quelques semaines après l'Aïd, et bien que la viande bovine demeure chère, le marché, lui, est en berne. Mais d'où vient ce repli qui désespère grands et surtout petits éleveurs? L'avoine dépasse les 3000 dinars, tandis que le maïs avoisine les 4000. Les aides de l'État n'existent pas, le marché est mort. Je vends ces boucs à seulement 16 000 dinars. L'aliment à bétail est très cher, mais les bêtes ne coûtent pas grand-chose. Un mouton, c'est 20 000 dinars, c'est rien. La coopérative de Sidi Aïssa manque cruellement d'aliments à bétail, nous recevons juste un camion par mois. Dans la zone typique de Msila, il n'a pas plu depuis belle lurette. L'herbe se fait donc rare et les pâturages aussi. Pour nourrir leurs bêtes, les éleveurs n'ont qu'un seul recours, acheter de l'aliment à bétail avec un coût déraisonné. Il n'y a pas de subvention de l'État, l'orge coûte à la source 2750 dinars le quintal. C'est trop cher pour le felah. Pourtant, un soutien probant de l'État pour l'aliment à bétail est toujours effectif, tandis que sur le terrain, les graines s'envolent. Nous avons transmis les doléances des éleveurs à la tutelle pour les aider. On va peut-être revoir les prix de l'aliment à bétail dans l'intérêt des éleveurs. En tout cas, les pouvoirs publics comptent poursuivre leurs subventions pour l'aliment à bétail. Reste à espérer que ces aides iront directement à la source.
Un domaine qui semble en plein essor ces derniers temps, l'élevage bovin et la production laitière. Vu les facilités accordées aux éleveurs, ces derniers ont souvent recours aussi aux dernières techniques en matière de contrôle sanitaire ou de production fourragère. Le but est d'augmenter la production et c'est ce que nous allons voir à Tipaza avec Amel Bouarba. Après avoir démarré avec une quarantaine de vaches laitières, cette exploitation agricole fonctionne aujourd'hui avec plus de 70 vaches qui produisent 500 litres de lait par jour. Pour ces éleveurs de vaches, l'obtention des contrats de concession leur a ouvert de nouvelles perspectives. Ils comptent augmenter de façon considérable leur production laitière. Notre situation a été régularisée, ce qui nous a permis de procéder à l'extension de cette exploitation. Nous disposons désormais de 70 vaches laitières et grâce à ces étables, nous pouvons abriter jusqu'à 150 vaches laitières. Nous avons également d'autres projets, comme la réalisation de notre propre laiterie pour la production de produits dérivés de lait. Obtenir une production abondante de lait cru n'est pas de tout repos. Cela nécessite un entretien permanent des vaches laitières ainsi que des techniques modernes pour en prendre soin. Le suivi sanitaire des vaches est quotidien. Nous procédons aux vaccinations nécessaires contre plusieurs pathologies. Donc, البقرة لازم تاكل chaque 8 heures, chaque jour 8 heures. Donc, احنا لازم لها le vert et le sec et le concentré. كما كاين les périodes où le vert ما كاش donc كما le mois de décembre كاين les pluies. Donc, on a عندنا un système d'hydroponie كما اللي شفتوه. الهيدروبوني هذا نديروا يمكن إنتاج فيه 500 كيلوغرام من الحشيش الأخضر يوميا، وهذا يتم بغرس الشعير في دي بلاطو. هذا لي بلاطو اللي permet de les donner نمديهم البقرة. En somme, des capacités importantes pour la filière lait à Tipaza, une wilaya qui enregistre une production de 29 millions de litres de lait cru par an. Les obsèques du recteur et de l'imam de la grande mosquée de Clermont-Ferrand en France, Hossein Mahjoub, décédé en France le 7 octobre à l'âge de 61 ans, ont eu lieu hier après la prière de l'Asr au cimetière Cheikh Mohamed Ziram à Metlili. Les obsèques se sont déroulées en présence notamment de représentants du ministère des Affaires religieuses et des Waqf et de la mosquée de Paris, des autorités de la wilaya de Gherdaya ainsi que d'une foule nombreuse de citoyens et des proches du défunt. Lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Annaba, 5e région militaire, une cache contenant des outils servant à la confection de bombes artisanales, des équipements informatiques ainsi que divers autres objets. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministère de la Défense nationale. S'agissant de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté 4 contrebandiers et déjoué des tentatives de contrebande de plus de 3 tonnes de denrées alimentaires et une importante quantité de carburant s'élevant à plus de 54 600 litres à Tamanrasset, Ingezem, Tebessa, Tarf et Soukharas. D'autre part, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tiaret et Batna 15 narcotrafiquants et saisi plus de 72 kg de kif traités. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Annaba, à Taraf, Oran, Mostaganem et Ain Timoshent des tentatives d'émigration clandestine de 153 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 68 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Biskra, Adrar et Ingezem, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale.
L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, effectuera une visite au camp de réfugiés sahraouis les 18 et 19 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'ambassade de la RASD à Alger. Ce sera la première visite de M. Köhler dans la région depuis sa nomination en septembre par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme son envoyé personnel au Sahara occidental en remplacement de Christopher Ross. Les Djedars, vestiges d'un important royaume berbère à Frenda, dans la wilaya de Tiaret, en forme de pyramide. Ces monuments, au nombre de 13, sont en fait des tombeaux funéraires qui datent du 5e siècle. Le reportage de Saïda Mayouf. Nous sommes sur les hauteurs à l'ouest de Medroussa, dans la région de Frenda, au lieu dit Tousnina. Un lieu d'une importance culturelle de taille et pour cause, il comprend 13 pyramides funéraires appelées communément Djedars, réparties en 3 groupes et s'intégrant parfaitement au milieu de ces plaines verdoyantes. Ces tombeaux démontrent tout un rituel d'enterrement dans le royaume berbère sur les 13 Djedars. Et vous trouvez à l'intérieur de cette pyramide principale 8 chambres funéraires et un escalier de 7 marches menant à l'intérieur du mausolée. Ces pyramides aux formes carrées plus arrondies sur les hauteurs, situées sur les collines du mont Lakhtar et remontant au 5e siècle, vous content tant d'histoires sur tout un mode de vie ancien. Pour accéder aux pyramides du Djbel Lakhdar et celles du Djbel Arwi, nous avons tracé toute une route qui n'existait pas auparavant. Et nous comptons également préserver ces lieux par l'installation d'une clôture protectrice. Les visiteurs avides de connaissances et en arrivant sur les lieux sont ravis de trouver les représentants de la direction de la culture. Une profusion d'informations leur a été fournie. Nous sommes de la région de Souguer et entre amis, nous avons décidé d'une sortie enrichissante sur le plan culture générale et nous sommes très ravis de cette découverte. Les pyramides de Tousnina, classées patrimoine national en 1968, constituent un véritable joyau archéologique pour la région de Tiaret. On reste avec le patrimoine, un patrimoine en déclin qui risque de disparaître si rien n'est fait pour le sauver. Nous parlons d'Qsar Bni Abbas qui a grand besoin d'une réhabilitation dans les règles de l'art. Jazia Bayou. Qsar Bni Abbas, un joyau architectural qui raconte à travers ses murs plus d'une histoire, connue pour leur soif du savoir et de la connaissance. 4 tribus sont passées par là et ont bâti ce grand monument historique. Une vie spirituelle, riche, orientée par leur guide Cheikh Sidi Mohamed Abdeslam. La première mosquée qui fut construite à Bni Abbas est celle-ci, dans Qsar. Et le choix de cet emplacement revient à la grande luminosité et les grands espaces qui ont permis cette grande construction. Le Qsar fut construit en 4 compartiments, chacun abritait une des tribus. Les rues que nous appelons les Ouagat portaient les noms des tribus qui se trouvaient dans chaque compartiment, comme les Ouagat des Almoravides, qui se trouvent pas loin d'ici. Comme tous les Qsar du sud algérien, l'on retrouve dans ce Qsar les mêmes matériaux utilisés jadis, à savoir l'argile, la pierre et les palmiers. Des matériaux simples qui reflètent la simplicité et la modestie des habitants de cette région. Les gens d'avant ont bâti ce Qsar de manière à atteindre leur propre autosuffisance. Ces tribus avaient des activités commerciales avec d'autres tribus venues d'ailleurs. Ils ne marchandaient pas avec de l'argent, mais leurs transactions se basaient uniquement sur de simples trocs. Malgré les différentes opérations de restauration qu'a subi ce Qsar, ces dernières années, le délabrement de ce monument historique reste bien voyant. Plusieurs fautes ont été commises dans cette restauration, car les habitants de cette région n'ont pas été consultés. Et même après la fin de la restauration, les habitations n'ont pas été remises à leurs propriétaires de façon réglementaire, provoquant ainsi une grande anarchie. Malgré ces lacunes, ce Qsar demeure l'un des monuments historiques
les plus prestigieux de cette région de Beni Abbas. Le sport, football et la suite des rencontres ce vendredi de la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le CR Belouizdad et la GS Saoura ont fait match nul, 1 but partout, alors que l'entente de Sétif a été tenue en échec sur son terrain par l'OM Médéa, 0 partout. De son côté, le CS Constantine est revenu avec les 3 points de la victoire de Biskra. Les Constantinois ont battu l'US Biskra 2 buts à 0. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Abdelkader Msahel remet un message du président Abdelaziz Bouteflika au président tchadien Idriss Déby dans le cadre de la tournée du ministre des Affaires étrangères dans certains pays du Sahel. Le rendez-vous du 23 novembre des élections locales qui se tiendront dans le cadre de la loi organique relative au régime électoral de 2016, une loi venue conforter la voix du citoyen et la stabilité des assemblées élues. L'agriculture et ce gros plan ce soir sur El Oued, devenu un véritable pôle d'excellence. Tout semble réussir aux agriculteurs de la région dans cette wilaya du sud-est du pays. Et puis à Aïn Lahjel, dans la wilaya de Msila, les éleveurs semblent en difficulté. Nous avons suivi un reportage dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 20h, Amina Nadir pour le journal en arabe. Demain midi, Friela Sari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.